Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'information. J'ai découvert un journaliste franco-israélien, Julien Bahloul, qui intervenait sur CNews et qui répondait au général Desportes. Hein, donc, le général Desportes l'a quand même très très bien recadré, hein, notamment sur les notions de résistants et de mode d'action terroriste. Hein, puisqu'on était encore. Alors, je le comprends très bien, c'est un franco-israélien, il est sur zone, il, est, il a été confronté à l'émotion de ce qui s'est passé le 7 octobre. Là, bon, là, maintenant, on est le 20 novembre, il est quand même un journaliste, et on était typiquement dans des discours euh, de propagande. Hein. Maintenant, il y a Anne Niva qui a été remplacée par l'excellente Margot Haddad de LCI, hein, qui est arrivée à Moscou et, euh, et qui découvre que, en fait, ben oui, elle peut travailler à Moscou, hein, et elle peut travailler à Moscou, même si la chaîne LCI est hostile au régime en place, hein, et alors que chez nous, par contre, RT a été interdite et que notamment les citoyens russes qui parlent le français peuvent suivre LCI, hein, puisque sans VPN, hein, ce sont des chaînes qui sont toujours accessibles. Ça m'avait été confirmé par Anne-Laure Bonnel, puisqu'elle avait été dernièrement en Russie. Et, euh, bien sûr, tu avais sur ce plateau-là, personne ne s'interroge sur le fait que Liseron Boudoul, hein, qui avait fait en 2022 un reportage sur Mariupol et qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Mariupol, hein, ou La bataille de Mariupol. Alors, c'est pas le même livre, bien sûr, que celui qu'a fait Sylvain Ferreira, mais on est sur un livre qui traite de Mariupol et de ce qui s'est passé à Mariupol. Elle avait été interdite d'Ukraine sous peine d'emprisonnement parce qu'elle avait travaillé côté russe. Donc tu vois, hein, toutes ces choses-là sont quand même assez complexes et cette même Liseron Boudoul intervient sur le plateau de LCI, mais c'est normal, de temps en temps, il faut savoir se protéger professionnellement pour expliquer comment le régime autoritaire de Vladimir Poutine muselle la presse. Alors, j'ai pas dit qu'il la muselle pas, hein, la presse en Russie, mais par contre, qu'on ne dise pas que de l'autre côté, en Ukraine, la presse est totalement libre. À commencer par les gens qui sont sur le site Mirot Vorets, hein, le site des ennemis de l'Ukraine. Tu dois y être, toi d'ailleurs. Je sais pas. Non, pas sûr, pas sûr. Je vais te chercher. Oui, oui, va me chercher. Ça serait un grand honneur pour toi. Ah bah tu penses. J'ai regardé, en fait, c'est vrai que même elle, elle n'y est pas, parce que j'ai cherché son nom, puisque le site, il est accessible. Alors, il y a une version en anglais, mais il n'est pas très bien traduit, donc souvent, tu es obligé de... Mais j'ai cherché son nom, je ne l'ai pas trouvé. Bon, peut-être qu'elle y est ou je n'ai pas su chercher. Maintenant, toujours le traitement de l'information lorsqu'elle est défavorable à l'Ukraine, eh bien, c'est en général, bon, Advitka, bon, Bakhmout, c'était pas stratégique. On se demande d'ailleurs pourquoi les Ukrainiens ont cherché à reprendre Bakhmout. Alors, je n'en ai pas parlé tout à l'heure de Bakhmout sur la situation sur le front. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la fermer très rapidement sur Bakhmout. Les Russes ont repris ce qui avait au sud et au nord de ce qui avait été pris par les Ukrainiens pendant l'été. Et il est possible que, notamment au sud, les Russes cherchent à pénétrer au-delà de Bakhmout en direction d'autres villes qui se trouvent à l'ouest de Bakhmout. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc je ferme la parenthèse. Donc en général, le traitement, c'est bien cette ville n'a pas d'intérêt, les Russes ont énormément de pertes, hein, les Russes sont envoyés à l'abattoir, ainsi de suite, par des chefs cruels. Voilà, on est là-dessus. Hein. Et alors sur Advitka, c'est difficile de dire que ce n'est pas stratégique, donc on est plutôt sur les vagues d'assaut. Les vagues d'assaut alors, on a des vagues d'assaut où il y a beaucoup de morts, alors que les Ukrainiens n'ont plus que 15 obus par pièce d'artillerie. Et sachant que 70% des pertes, la plupart des morts ou des blessés n'ont pas vu un soldat d'en face. Hein. Ça se fait par artillerie. Le combat au corps à corps, c'est très très rare. Encore une fois, toujours pareil, sur les plateaux de LCI, nos amis experts qui sont en train de retrouver la raison, qu'ils n'auraient dû jamais perdre. Hein, et
donc notamment ton ami Jando, ton ami Jando Mercé, hein, qui sont en train de faire leur chemin de Damas, on pourrait dire. Ils n'iront pas Exactement. jusque-là. Ils n'iront pas Non. jusque-là. Mais en tout cas, ils sont en train de redécouvrir les évidences stratégiques qui étaient le fait depuis le départ que l'Ukraine avait des potentialités. Elle avait des potentialités notamment, comme tu l'as dit, de négocier très rapidement en début de conflit, hein, parce qu'il y avait une forme de jeu égal, hein, suite à la victoire défensive des Ukrainiens sur Kiev et aux avancées des Russes au sud, dans la région de Kherson. Il y avait les capacités à ce moment-là, notamment à Istanbul, de négocier dans des conditions qui étaient équitables, notamment pour l'Ukraine. Là, on est sur un scénario qui n'a plus rien à voir. Et j'en arrive même à m'interroger sur la volonté réelle des Russes de négocier. On verra Aujourd'hui, ça. Hein. Ah oui, aujourd'hui, non, aujourd'hui. Ouais. non, 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 ils ne veulent pas négocier. Alors, maintenant, toujours pareil, je vous conseille également de suivre pour ceux qui sont sur Twitter, Tribune Populaire, que tu connais, hein. Oui, 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 c'est un ami. Et donc, c'est toujours intéressant. Bon, il y a un petit côté provocateur, mais c'est vrai que quand on regarde cette conférence débat avec Galia Ackerman, Philippe Delara, Rudi Reichstag et Elie Guchert, je pense que là, on a les 4 cavaliers de l'apocalypse de la propagande. Ça doit être passionnant, hein, surtout avec Galia Ackerman, hein, qui nous a Oui, annoncé la pauvre. que Poutine était mort de source sûre il y a un mois, hein, quand même. Oui, 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 elle est totalement. Bon, elle est sénile, mais elle a une fin de vie un peu triste parce que tout ce qu'elle prévoyait, tout ce qu'elle souhaitait, tout ça se casse la figure. Donc, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, d'ailleurs. Hein. Ouais, Devient une pathologie. Dans les maladies mentales, tous les ans, je sais qu'il y a eu, je sais pas, il y a une liste des maladies mentales qui est publiée, officialisée, et donc qui augmente tous les ans. Et je pense que la catastrophe occidentale va bientôt générer je vais dire une affection ouais. psychiatrique particulière qui sera Alors, nommée comme telle. elle, on la connaît, hein, on la voit radoter de temps en temps sur les plateaux télé, quand même. Alors lui, il est quand même, il est mis en examen ou pas, lui Non, non, Bertrand. ah oui, Non. oh, non, non, il ne sera pas mis en examen. C'est un petit agent américain dans un premier temps. C'est ensuite un des détourneurs d'argent public dans l'affaire du fonds Marianne. C'est-à-dire que l'affaire du fonds Marianne, c'est très simple. Alors bon, je l'ai décortiqué, on ne va pas le refaire ici. Hein, Mm. la dimension juridique, c'est infraction à tous les étages. Mais l'objectif était de donner de l'argent à des gens qui sont là pour soi-disant lutter contre le complotisme et la désinformation, mais sont en fait des agents du pouvoir en place. Hein, américains d'abord et français ensuite. Donc voilà, c'est un petit escroc, et je pèse mes mots en le disant. C'est qu'il a sur son site, il disait vous pouvez me financer, je ne perçois aucun financement public, etc. C'était faux, ça s'appelle une escroquerie. Hein, alors il a retiré, hein, parce que Mm. ça a été pointé sur les réseaux, mais le parquet ne bougera pas. Hein, nos chers magistrats ont autre chose à faire. Alors lui, je le connais pas, par contre, Philippe Delara. Et Non lui, plus. par contre, il a écrit un bouquin sur l'ingérence russe en France. Alors je dis pas qu'elle n'existe pas, hein, mais quand on regarde le vrai souci en France en termes d'ingérence, c'est un, les États-Unis, deux, le Qatar, et trois, après, on pourrait chercher. Et moi, en trois, je mettrais plutôt la Chine, tu vois. Oui, 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 je suis d'accord avec cette hiérarchie. Ne pas sous-estimer le désintérêt qui n'est pas si récent que ça, le désintérêt des Russes pour les Français qui se nourrit beaucoup de déception. Hmm. Donc voilà, ils ne nous respectent plus, on ne les intéresse plus. Les Chinois ne sont pas du tout dans cette approche. D'abord, ils n'ont pas la même vision de ce que doit être la stratégie et par conséquent, ce sont des acteurs. Ils Ils ont, ont... en parallèle de ce que font les Américains, ils ont eux aussi des young leaders. Hein. Oui, bien sûr. Ils ont un système de young leaders. Il n'y a pas de young leader russe. Bien Bon, sûr, en fait, ils ont un système d'influence qui est très comparable à celui des Américains, même s'il est plus récent. Et puis, ils ont l'excellent Jean-Pierre Raffarin, quand même. oui, ils ont Jean-Pierre Très, Raffarin. très Et puis agissant. alors,
ils ont des communautés chinoises à l'étranger qui sont discrètes, Ouais, très organisées. ouais. Hein, donc, c'est comme ça qu'ils ont récupéré de mes ancêtres, enfin non, des héritiers de mes ancêtres aveyronnais, tous les réseaux des brasseries et des troquets parisiens, hein, ce qui est assez extraordinaire. Bon, et dans tous les pays du monde, il y a une communauté chinoise qui est quasiment systématiquement tournée vers le commerce, hein, et qui constitue des formes d'agents dormants. Alors, Mm. ce n'est pas de l'espionnage, ce sont simplement des gens qui sont d'abord chinois, quoi, même Bien s'ils ont sûr, des bien formes sûr, françaises. bien sûr. C'est assez étonnant. Hein, enfin, c'est comme ça. Les Chinois, comme les Russes, hein, du fait de l'origine de la Révolution française, sont quand même assez francophiles, hein. Hein, Ouais. au sein de l'appareil, alors les Russes sont très déçus, bien sûr, depuis nos prises de position à l'occasion de ce conflit. Mais quand je parle du conflit, je parle pas de celui de 2022-2014. Hein, même s'il y a eu des résurgences avant avec Sarkozy, qui avait quand même une vision, même s'il a fait des bêtises en Libye, une vision assez équilibrée de ce qui se passait à l'est de l'Europe. Mais les Chinois, notamment au sein de l'appareil communiste chinois, les gens sont très francophiles parce qu'il ne faut pas oublier que les deux premiers hymnes nationaux en Russie et en Chine, c'était en fait sur l'air de la Marseillaise. Non, non, non. En Russie, c'était l'international. C'est Et sûr? c'est sûr et certain. Oui, bon. Je suis, Oui, c'est je vrai. suis Ah oui. incollable sur ce qu'a fait mon Excuse-moi, camarade excuse-moi. Staline. Ben Hein. oui, ben excuse-moi. C'est un plénum du comité central de T'as début raison. février Ouais. 1944 qui a pris l'hymne de, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est celui qui a aussi composé la guerre sacrée et l'hymne soviétique qui est ensuite devenu l'hymne russe sur décision de Oui, tu as Poutine, raison. qui est Ouais. absolument magnifique. Mais en revanche, dans les révolutions dans la Révolution chinoise, la Marseillaise a été très utilisée. Oui, Très exactement. utilisée. C'est ça. Oui. Voilà. Mais bon, ils ont eu leur hymne. Alors, ils ne sont pas passés par la voie de l'international, je ne crois pas. Oh, ils doivent la Mais connaître quand la même. différence aujourd'hui entre l'opinion chinoise et l'opinion russe par rapport à la France, c'est que la Russie est un peu résignée par rapport à la France, alors que la Chine, pas du tout. La Chine continue à être francophile et souhaite que les choses se passent bien. Cela étant, bon, la Chine n'est pas en guerre avec une prise de position comme celle qui a été la position française. On est en compétition, allez. Ah, Alors, elle est elle, excellente. Isabelle Lasserre, je la trouve excellente, hein. Et il y a une vidéo qui est en train de ressortir d'il y a un peu plus d'un an, où sur un plateau, elle expliquait que c'était, globalement, hein, je schématise, elle expliquait que c'était très bien les destructions en Ukraine, parce que comme ça, on pourrait tout reconstruire à neuf. C'est fort. c'est dramatique parce que Le Figaro était un des derniers quotidiens à avoir une vraie rubrique internationale structurée. Hein. Ils avaient gardé dans pas mal d'endroits des correspondants permanents, ce que Le Monde avait avant, puisqu'il a, sur injonction d'Alain Minc, supprimé en disant bah, il suffit de prendre un avion, puis quand il y a quelque chose dans un endroit du monde, bravo. Et Le Figaro, là, maintenant, il y a cet emblème, mais elle est catastrophique. Oui. Elle est catastrophique. En plus, Je veux dire, elle a son rond de serviette sur LCI, donc on la voit souvent, mais c'est à pleurer, hein, c'est à pleurer. mais elle est vaillante dans la bêtise. C'est extraordinaire, quoi. Elle Ah est oui. là. Ah oui, Et, elle veut convaincre alors qu'elle n'aligne que des imbécilités. Non, non, c'est dramatique. Mais je comprends pas comment. Enfin, moi, j'ai des copains au Figaro. La prochaine fois que j'en croise un, je vais lui dire, mais comment tu supportes, quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis il va ricaner, hein. oui, il va Bon. ricaner, oui, parce que là, il y a une vidéo, la TV Figaro, elle est pas mal, hein, cette télé Ouais. Figaro en ligne. Et donc, évidemment, en ce moment, c'est le grand, tu sais, ça me rappelle toujours ce que tu dis, toi, c'est à la fin de la foire qu'on commence à compter les Contre bouses, les bouses. contre les bouses. Mais là, la foire, elle est dramatique. Quand je parle de la guerre, elle n'est pas terminée, mais les bouses, elles commencent à sortir. Et Oula. ça sent franchement la merde, hein. Je me t'entends dire.
Parce Ah que ben là, surtout qu'avec les réseaux, ah on oui, retrouve tout. C'est pas qu'on ouais, garde tout, c'est qu'on retrouve tout. on retrouve tout, et puis il y a des choses qui sont. Ah, il y a des choses qui peuvent être nettoyées quand même, tu vas avoir du mal à les trouver, mais en tous les cas, on retrouve tout. Et là, c'est une vidéo où tu as Michel Goya qui intervient, après il y a elle, et elle est excellente. Elle croit encore que les 60 F-16 qui vont arriver, ça va être un game changer. Ah Mais ben oui. comment on peut dire et s'enfermer dans. On en revient à ce que je te disais, les gens, ils sont dans l'attente du miracle. Est-ce que c'est un signe du miracle qui va arriver? Parce que la situation des Ukrainiens, il n'y avait qu'un miracle qui pouvait l'inverser, en fait, ou un Oui. renversement, une révolution en Russie, ainsi de suite. Quelque chose qui était vraiment imprévisible. Le seul moment où ils avaient la capacité d'être en situation favorable, c'était au mois de mars 2022 quand ils ont négocié, et là où Boris Johnson est intervenu pour leur dire non, vous ne négociez pas, on va vous soutenir. Et à partir de là, c'était terminé parce que les jeux étaient joués. Parce que la Russie, comme dit Eric Dénessé, c'est une guerre qu'elle ne peut pas perdre. Et les Ukrainiens, c'est une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Voilà. Mais sur Isabelle Lasserre qui dit ah les F-16 game changer, 60 F-16, etc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un avion de chasse aujourd'hui? Un F-16 avec l'avionique qui va avec. Est-ce que tu sais dans quelle langue? Est-ce que tu sais qu'il faut 4 ans pour apprendre à piloter un F-16 minimum, hein? Est-ce que tu sais que la première défense antiaérienne du monde, c'est la russe, hein? Est-ce que tu sais que si ça ne vient pas, les F-16 ne viennent pas en appui de quelque chose, ne viennent pas dans un combat interarmes, ça ne servira strictement à rien dans 4 ans, dans 5 ans, hein, parce qu'en plus, les pilotes ukrainiens qui seraient formés, il faudrait qu'ils apprennent l'anglais, hein, pas oublier. Il faut qu'ils apprennent à piloter, mais Oui, d'abord, il va oui, falloir et puis qu'ils on est deviennent sur. bilingues. Non, mais Oui, alors attendez. après, il y a toute une problématique qui a été d'ailleurs très très bien analysée par un pilote de Rafale avec sa chaîne ATE Chouette, là, que je conseille d'ailleurs aux gens de regarder, hein. D'abord, il y a ça, il y a ensuite tout l'environnement qui est lié, l'environnement technique, hein, les mécaniciens, donc une dizaine d'hommes, on va dire, à peu près dizaine de spécialistes, à peu près presque par avion. Ensuite, il y a les pistes, puisque les pistes que nécessitent les F-16 ne sont pas les pistes que les avions Ah oui, ex-soviétiques j'ai oublié acceptent, ça aussi. hein. Et donc, on est vraiment sur un environnement qui est complexe. Mais tu vois, pour rester sur cette pauvre Isabelle Lasserre, c'est aussi la fainéantise. Moi, je connais bien le monde de la presse, hein, je ne travaille pas. C'est pas la peine, hein. J'ai fait une vague école de formation des journalistes. Je n'ai même pas un niveau, en fait, en réalité, bac+2, hein, et je sais tout. Ben non, tu sais pas tout. Il faut travailler, il faut lire, il faut te renseigner, faut passer des coups de fil, il faut dire, bon voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose, telle chose? Non, il y aura des F-16, je l'ai lu chez le voisin, ça me suffit, hein? Et puis, Xavier m'a dit, Xavier m'a dit, c'est Xavier, pas Moreau, hein, l'autre. oui, ah oui, d'accord. Non, mais, et cette fainéantise, moi, me surprend toujours. Enfin, voilà. Bon, pauvre Isabelle Lasserre. Bon, Mais donc, le pire, c'est qu'une fois que ce sera passé, que la démonstration aura été faite de sa nullité, elle sera toujours là. non, mais le pire, c'est que on a sous-estimé la Russie, mais qui c'est on? C'est vous. On, c'est comme on dit, on est un Ah oui, con, tu sais. On. Non, oui. mais il faut dire, Michel Goya, c'est pareil, à partir du moment où il est sorti de l'analyse pour rentrer dans le militantisme, il a dit des énormités. Il a dit des énormités, hein. Et les journalistes derrière ont dit des énormités. Le sergent euh, Servant Garcia. Servant Garcia, pardon, Servant Garcia, pareil, alors lui, mais il fait ça avec une grande assurance. Je trouve qu'il a de la prestance, hein, et une prestance dans les absurdités qu'il dit, en fait. C'est ça. C'est important, ça, la prestance. Tu dis une grosse connerie avec énormément de prestance, ça passe quand même plus facilement que si tu hésites, hein, avec assurance. Donc, cette vidéo du Figaro était liée à cet article d'Isabelle Lasserre, l'Ukraine face au spectre de la défaite militaire. Sachant qu'il y a un an, elle parlait des Russes comme une armée de va-nu-pieds, qui avait plus de munitions, plus rien, qui était commandée par des abrutis et qu'ils étaient sous dans les tranchées et incapables de faire quoi que ce soit. Super.
Alors également sur les réseaux sociaux, il y a une chaîne que je suis, moi, que je suivais, moi c'est Stevius, c'est une chaîne qui s'intéresse à l'histoire militaire. Il a fait de très très bonnes analyses en vidéo de conflits, hein, de conflits antiques, mais de conflits récents, par exemple la guerre entre le Vietnam et puis la Chine, ou les conflits en Éthiopie. Donc c'est un prof d'histoire qui fait des choses très intéressantes. Bon, la différence, c'est que dès qu'il a commencé à traiter du conflit ukrainien, il est devenu militant. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Eh tout de oui. suite, ça devient gênant, hein. Et forcément, à partir de là, c'est le traitement du conflit ukrainien a été un peu on va dire, beaucoup plus discutable que ceux d'avant. Alors, parce qu'il n'a pas non plus de formation militaire, donc si tu veux, il s'est laissé un petit peu également intoxiquer par des spécialistes comme Xavier Titelman et d'autres, tu vois, bon, voilà, qui sont des militants et qui disent aussi des énormités. Donc, en tous les cas, il s'est un petit peu affolé ou énervé sur l'élection de Javier Milei en Argentine, et en prenant le biais des dictateurs, hein, et qu'il ne comprenait pas comment son travail de prof d'histoire allait pouvoir durer avec tout ce qu'il expliquait à ses élèves. Alors les dictateurs, tu vois, tu as Jean-Luc Mélenchon même dans les dictateurs. Bon, j'ai du mal Oui, à j'ai comprendre. vu ça, Ah, j'ai vu ça. bon, tu vois Non, un mais peu tout, hein. surtout, Milei, je veux dire, on a eu Bolsonaro, on a eu, comment est-ce qu'il s'appelle aux Philippines, le taré mental là, qui faisait Ouais. tuer tous les. Bon, ben, il a fait Ah. son mandat, Mais, il est parti. mais surtout, si tu veux, ce concept de démocratie, là, c'est un espèce de mot magique. On parlait de miracle tout à l'heure, mais là, on est dans le mot magique. Mais la démocratie, globalement, en Afrique, avec le phénomène des ethnies, le résultat est catastrophique, hein, puisque c'est la dictature de la majorité, hein, dans- au sein de pays qui abritent plusieurs nations, hein. Donc, c'est un système qui aurait mérité d'être étudié et adapté à ces pays-là, un petit peu comme sur un modèle peut-être à la Suisse, hein, tu vois, un exemple. Donc, on a cherché à calquer comme ça des organisations. Ensuite, lorsqu'on parle à un Russe de démocratie, la seule référence qu'il va avoir, c'est l'ère Eltsine des années 90. Donc, une des pires périodes de la Russie, hein. Et comment veux-tu que... Mais bien sûr que le régime russe actuel n'est pas un régime démocratique au sens où on l'entend nous, hein. Alors, même Ouais, chez enfin, nous. le nôtre n'est pas Oui, terrible non voilà. plus, hein. Voilà, Il est libéral. il y Non, aurait mais beaucoup. je pense, si tu veux, qu'il y a un problème. On parlait de la pensée magique il y a quelques instants. Il y a également dans l'appréhension de ce qui est en train de se passer maintenant depuis l'intervention russe en Ukraine, c'est un petit peu un élément de panique sous-jacente face à l'Occident qui est en train de se casser la figure. Et ça provoque de l'angoisse, de l'inquiétude. Moi, j'ai des amis que je connais bien, des intellectuels, qui sont un peu paniqués, hein. C'est existentiel un petit peu. On appartient à ce monde-là. On est occidentaux, ce que je suis, hein, mais ce monde est en train de s'en aller. Or, j'y avais mes habitudes, j'en suis issu, j'y ai une place qui est conforme à la haute idée que je me fais de moi-même. Donc, qu'est-ce que c'est que ce monde qui est en train d'émerger, auquel d'abord je ne comprends pas grand-chose, parce que je ne m'y suis pas vraiment intéressé, toujours avec mon sentiment de supériorité occidentale, hein, mais si, alors que je suis supérieur et que ce système est supérieur, il est en train de partir en morceaux, c'est un petit peu angoissant. Et je pense qu'il y a cette anxiété-là aussi qui existe et qui amène celui-là en particulier, quoi. Il fait de l'histoire, il était relativement objectif, et puis tout d'un coup, le monde change trop vite, et là, il a peur. Oui, il y a ça, et puis aussi une explication qui passe par l'histoire, mais qui ne s'intéresse pas à l'anthropologie, ni à la géographie des Bien pays, sûr, ni à la géopolitique, tu vois. bien Et ça sûr. manque. De même, quand on dit Israël, c'est une démocratie au Moyen-Orient, merci le Liban aussi, tu vois. C'est Ouais. super pour le Liban de dire ça, tu vois. Et en plus, quand tu t'intéresses à la situation des droits, de la situation des droits de l'homme en Israël, bien sûr qu'il y a des parties où c'est une démocratie, où c'est un état de droit, mais quand tu es en Cisjordanie, pour le Palestinien, c'est pas un état de droit, hein, c'est clair. Ni pour le colon qui est armé et qui a la capacité à faire quasiment ce qu'il veut, hein. Donc, tu Non, non, vois, mais c'est bon. Il y a, mais
À propos du Proche-Orient, j'ai un ami avec lequel j'avais de longues discussions sur Israël et sur le monde, mais dans lequel était inclus Israël, et qui me disait, oui, mais tu comprends, on est dans un système dominé par les États-Unis, c'était il y a quelques années, ça, ce système-là, il est là pour longtemps. Hein, à nos horizons de vie à nous, il est là pour 50, 60 ans, ben on sera mort hein, si jamais ça bouge, etc. Depuis 1 an et demi, je veux dire, il a changé. Il est très inquiet. Il est israélien. Hein. Il est Ouais. très inquiet. Mm. C'est-à-dire que le sentiment de sécurité qu'il pouvait avoir a volé en éclats. Mm. Et il y a le choc du 7 octobre, il y a l'humiliation du 7 octobre, mais ça s'inscrit dans un contexte qui est changeant et qui a changé, où le rapport de force mondial n'est plus le même et où les États-Unis, comme protecteurs, est quand même affaibli. Donc je comprends que les Israéliens, certains Israéliens, soient en panique. Je ne parle pas des messianiques Ouais. qui voient un effet d'aubaine et qui pensent qu'ils vont pouvoir faire le grand Israël. Parce que si on parle du grand Israël, j'y pensais quand tu exposais la situation sur Gaza. Si ils arrivent à éradiquer le Hamas à Gaza, le Hamas, il est ailleurs, ses dirigeants, il a ses réseaux ailleurs, etc. Mais s'ils arrivaient à quelque chose comme ça, si, je parle des messianiques, hein, qui y voient un épée d'aubaine, ils rasent Gaza en partie, ils réimplantent des Israéliens, c'est-à-dire qu'ils en chassent les Palestiniens, qu'ils arrivent à faire l'épuration ethnique et qu'ils mettent en œuvre la création du Grand Israël, je me dis, mais c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne le permettra pas. Ne le permettra pas, c'est pas au sens moral, je te donne un ordre, non, mais c'est que la mécanique, et on le voit bien ce qui est en cours déjà, en ce qui concerne les BRICS et le rôle de la Chine, le monde tel qu'il a évolué ne le permettra pas, c'est tout. Et les États-Unis n'auront pas les moyens euh, d'accepter d'abord et d'imposer ensuite, et même les moyens internes chez eux, hein, le Grand Israël, qui implique par conséquent d'expulser 10 millions de Palestiniens. Ce n'est pas possible. Ça ne se fera pas. Or, il y a des gens qui mènent la politique d'Israël, je pense à Netanyahou, hein, plus ceux qui l'entourent, les Ben-Zvir, les Galland, l'autre, là, celui qui voulait qu'on balance une arme nucléaire sur Gaza, qui le pensent complètement, qui disent on va y arriver. C'est Ouais. impossible, c'est impossible. En tous les cas, ce concept de démocratie, c'est pas un mot magique, hein. Bon, la démocratie en Inde, c'est la plus grande démocratie, mais on imagine très bien, d'ailleurs, d'autant plus à le gouvernement Modi, que ça se traduit de manière différente du fait déjà que ça soit appliqué à une situation qui est vraiment très très marquée par l'existence des castes, par exemple, chez les hindous. Et ensuite, comme tu l'as dit très justement, quand on parle de démocratie chez nous, il y a eu quand même des lois d'exception qui ont été mise en place contre les Gilets jaunes et une répression très violente de la rébellion des Gilets jaunes. Hein. Et d'ailleurs, la France, à l'époque, a été condamnée au plan international pour cette répression. Ça, c'est pareil, hein, peu de médias en ont parlé. Hein. Non, mais évidemment. Les institutions internationales se sont inquiétées, la presse internationale s'est inquiétée, ils continuent à s'inquiéter d'ailleurs parce qu'il y a eu des textes, il y a un problème concernant la liberté d'expression. Bon, on n'est pas les seuls, hein, malheureusement. Hein, ça, je pense que c'est la crise de l'Occident. Et le modèle de la démocratie libérale représentative, il est en crise, complètement en crise. C'est vrai que c'est un système de domination, ça permet à une structure, une hiérarchisation de la société, mais ça permet une pacification de la guerre civile. Hein. C'est parce que c'est ça aussi. Donc, bon, le problème, c'est que ça marche de moins en moins bien. Oui, mais en tous les cas, tu vois, tu as des pays. Moi, je trouve que la Constitution américaine, sur le plan de check and balance, est quand même très, très bien faite. Les institutions américaines, je les trouve également très, très bien faites. Après, on peut discuter sur leur fonctionnement. Mais le premier amendement aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui est très important aux États-Unis. Et c'est comme ça que Renaud Pillat,
lorsqu'il s'interrogeait sur un plateau et sur les réseaux sociaux de voir des drapeaux palestiniens brandis dans une université aux États-Unis, il disait chez nous, heureusement, ça n'arriverait pas. Ben non, malheureusement, c'est que chez eux, comme il y a le premier amendement qui protège la liberté d'expression, les gens peuvent faire ça et de manière non répréhensible, tu vois. Alors, ah, ben, je sais que tu l'aimes bien, elle. Oh, c'est une blonde d'astreinte, comme je. Non, non, c'est une Russe d'origine, je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, 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 Ouais, c'est celle qu'on voit sur les. ouais, Natalia Turin, par moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait sur les plateaux? Et puis là, je trouve qu'elle a quand même des points de vue parfois qui sont intéressants, hein. Sur Zelensky qui a fait une interview au Sun en disant il a eu 5 tentatives d'assassinat qui ont été déjouées. Très bien. Ben, moi, ce que je peux constater, c'est que jamais les bâtiments gouvernementaux en Ukraine ont été bombardés. Jamais. Et ce n'est pas le cas du palais présidentiel de Bagdad, hein. Non. Ouais. Et quel Bon. intérêt pour remplacer Zelensky? Aucun. Le général Gomar, qui fait toujours des interventions intéressantes, hein, donner des F-16 avec des pilotes qui vont mettre du temps à être formés, je ne suis pas sûr que ça change tout. Bah oui, c'est sûr. Ouais. Qu'en termes aimables, ces choses-là sont dites. Ouais. Bon, Ouais. Alors, ah, bon, évidemment, manquait plus que lui. oui, bah lui, c'est sûr. En fait, c'est Gérard Haro qui est intervenu en considérant que la stratégie russe était essentiellement basée sur l'hypothèse de l'élection de Trump. Ben, non, on ne base pas une stratégie comme ça sur un paramètre qui, en fait, en plus, n'est pas sûr de se vérifier. Et ensuite, on connaît, même si Trump est élu, on ne connaîtra pas sa politique, sa géopolitique vis-à-vis du conflit en Ukraine, pas du tout. Hein, la stratégie russe, elle est faite en fonction des paramètres, du fait qu'ils ont conduit une stratégie d'attrition qui commence à porter ses fruits, malheureusement, sur l'État ukrainien et sur les ressources humaines ukrainiennes qui peuvent être affectées aux forces armées ukrainiennes, et que surtout, ils ont des réserves opératives qui n'ont toujours pas été engagées et qui vont monter en puissance avec les volontaires qui sont en cours de formation et qui devraient logiquement arriver sur le front euh, cet hiver, hein, cet hiver ou au printemps. Donc une campagne hivernale qui pourrait s'avérer difficile pour les forces armées ukrainiennes et une campagne printanière également. Mais pourquoi il dit ça, Bernard Arnault? Pourquoi il dit ça? Parce C'est, que c'est... Non, il non, a fait... attends. Ouais, vas-y. Attends, non, 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 c'est plus subtil, parce que c'est pas un imbécile. Ah ben C'est non. un type qui a pris des positions intéressantes, fermement, Ouais. hein, face à Meir Habib, etc. On en a parlé, on l'a dit, on a salué ses interventions. Mais quand Trump est élu, il est ambassadeur de France aux États-Unis. Il fait un communiqué sur Twitter, hein, en dénonçant cette élection. Mais pardon, tu es ambassadeur. C'est un diplomate de professionnel de carrière, de qualité, hein, mais il aurait dû être sanctionné, il aurait dû être rappelé, hein, immédiatement. Bon, il est effectivement de ceux qui ont cette haine rabique, mais qui sont très nombreux, tout le camp démocrate, une haine irrationnelle de Trump. Hein. Qu'on n'aime pas Trump, je comprends tout à fait, mais ça tourne à la pathologie. Et ensuite, hein, il a été de ceux qui ont soutenu, intellectuellement s'entend, hein, tout le complot visant à dire ce sont les Russes qui sont intervenus et qui ont permis l'élection de Trump. Hein. Il y a eu des mécanismes aux États-Unis qui ont débunké ce soi-disant complot mené par le FBI, il faut le rappeler. Il y a quelques sanctions qui ont été prises et d'autres qui vont l'être, mais son aversion pour Trump, hein, lui plombe le jugement, hein, et il revient à cette hypothèse. Hein, si Trump est élu, il anticipe, si Trump est élu, ce sera parce que les Russes l'ont voulu. Mais outre que c'est débile, parce que les Russes, l'un ou l'autre, ils savent très bien à qui ils ont affaire, hein, c'est d'une certaine façon,
il perd son objectivité et il montre que là aussi, dans son anti-Trumpiste, il est militant. C'est assez étonnant. C'est Ouais, assez oui, ben, étonnant. on a tous nos failles hein, sur le plan des opinions. Alors, je sais que tu n'apprécies pas trop Idriss Aberkan. Hein. Bon, moi, de temps en temps, je le regarde parce qu'il y a il interviewe des personnes qui sont intéressantes. Et j'ai trouvé que son interview là, de Caroline Galacteros est vraiment très, très bien. Alors, Et attends, j'apprécie pas Idriss Aberkan. Idriss Aberkan a beaucoup de talent. Il a beaucoup de oui, talent. ouais, Simplement, je pense que quelquefois, il s'attribue un sérieux et des connaissances qui ne sont pas ouais. spécifiquement au rendez-vous. Non, Voilà, mais c'est tout ce que je dis. c'est un garçon intelligent Oui, oui. qui sait conceptualiser les choses. Alors parfois il se trompe, c'est là où il se trompe et il s'enferme dans la conceptualisation où il s'est trompé. Mais là j'ai vu hein, les questions qu'il posait à Caroline Galacteros étaient intéressantes. Et par contre, je conseille à tout le monde de regarder l'interview de Caroline Galacteros. Là, elle a beaucoup de temps. Elle a plus de temps que sur TV Liberté où elle avait à peu près 50 minutes. Là, ça dure plus de temps. Et lui, il pose des questions qui sont différentes de celles qu'a posées Elise Blaise, donc c'est intéressant, c'est un bon complément. Et ce matin, surtout, j'ai regardé, alors j'ai pas terminé de le regarder, parce que euh, quand on a commencé l'émission, j'étais presque à la fin, cette excellente intervention de Karine Béchette-Bolovko, là, qui est interviewée par une chaîne que je connaissais pas, ODC TV, là, je conseille vraiment de regarder cette interview, c'est long. Et Karine Béchette-Bolovko, c'est quelqu'un qui vit en Russie, qui est professeur en Russie, qui a une vision très, très, on va dire, critique du système politique russe et pas une vision décalée comme toutes ces vieilles peaux ou ces vieux ex-soviétologues que l'on a ressortis des placards au moment de la crise en Ukraine, hein, qui sont complètement déconnectés. Et elle parle très bien des forces en puissance au sein de l'appareil russe, des clans, ainsi de suite. Elle revient sur Prigogine et je la trouve assez pertinente maintenant sur Prigogine, son analyse les mois passés et notamment le rôle qu'on leur voudrait attribuer en Occident à Pavel Prigogine, le fils de Prigogine, en fait, qui est quelqu'un de complètement transparent au sein du système russe, j'allais dire soviétique, du système russe. Hein. Voilà, donc je conseille vraiment de regarder cette interview de Béchette Bolovko. Là. Elle est pertinente, elle, souvent. Hein. Bon, sur ses blogs, elle est un peu trop, on va dire, radicale par moment. Mais là, sur cette intervention est remarquable. Voilà, ben écoute, moi j'ai terminé là. Bon, eh ben écoute, hop, on va revenir au plein écran pour nous. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on a été assez long, on a bien débattu. On vous souhaite une bonne vision. Pour terminer, je voudrais rappeler que nous faisons probablement l'objet d'un shadow banning actuellement dans la promotion par les algorithmes de notre chaîne YouTube. Hein. Alors, on a besoin que vous soyez présents, que vous deveniez, on a utilisé souvent le terme militant, que vous soyez des militants de notre chaîne YouTube, que vous la partagiez, enfin que vous fassiez tout ce qu'il faut pour la mettre en avant, ça nous aidera. Je pense que cette attitude de YouTube, alors c'est pas de la parano, hein, j'ai vu de baisse de fréquentation, j'ai un petit peu travaillé avec une personne qui suit ça de très près, qui le connaît bien, qui m'a confirmé, on n'est pas censuré, on n'est pas chassé comme d'autres l'ont été, mais on évite aujourd'hui de faire la promotion qui serait due à notre fréquentation, à la montée des abonnements. Donc, on compte sur vous. Je crois que c'est assez important. Et ce d'autant que YouTube bénéficie en réalité d'un monopole. Hein. Rumble ne veut plus être publié en France. Donc, personne ne le regarde en France. Hein. Les taux de fréquentation de Rumble sont minimes. Ce sont ceux qui ont un VPN. Et Odyssey n'est pas au même niveau hein, que YouTube, n'a pas la même puissance d'intervention. Donc voilà, nous comptons sur vous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci bien, au revoir.